Alors après, on a le bilan de la trêve, un peu ce qui s'est passé. Donc deux matchs pour la France, une victoire, une défaite. Les deux mêmes scores d'ailleurs, mais pas pour la même équipe. Donc la France qui gagne 2-0 contre l'Autriche à domicile. Victoire logique et spectaculaire, on peut dire même presque des Bleus. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, une victoire logique face à une faible équipe autrichienne. Alors que la France avait fait un partout à l'aller avec une égalisation de Mbappé sur le fil. Mais la France avait avant ces deux matchs était déjà éliminée du Final Four de Ligue des Nations, enfin ne pouvait pas se qualifier en raison de son nombre trop faible de points. Et d'ailleurs, l'équipe qui s'est qualifiée, ce sera la Croatie, qui jouera face à l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, enfin qui jouera un de ces trois pays en demi-finale, puis après il y aura la finale de la Ligue des Nations. Sachant qu'on est la dernière équipe à l'avoir gagné, l'équipe de France, voilà, petite fierté. Et donc la France s'est imposée 2-0 face à l'Autriche, puis s'est déplacée au Danemark, là où elle a perdu 2-0. Triste match des Bleus, un peu dur, je sais pas ce que t'en penses. Une défaite logique là aussi. 2-0. Le Danemark, malheureusement, moi je pense qu'il méritait la première place, mais il finit deuxième de ce groupe. Oui, d'ailleurs avec des visages familiers de Ligue 1 dans l'équipe du Danemark, notamment Kasper Dolberg qui joue à Nice l'année dernière et Kasper Schmeichel dans les cages qui joue cette année à l'OGC Nice, qui a réalisé une grosse prestation et été nommé homme du match, donc bien joué à lui. Et après, pour faire la transition avec la Coupe du Monde, la dernière, parce que c'était la dernière trêve avant le Qatar, donc on va commencer à en parler un petit peu. Donc la France qui était chapeau 1, c'est pour ça que je l'ai mis premier, et puis pour que ça nous porte chance aussi, on espère, sera dans le groupe avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Donc on espère une performance des Bleus à cette Coupe du Monde. Puis on va passer à la suite. Donc on a question pour un chroniqueur, pardon, avec donc les trois questions que vous voyez à l'écran. Vous pouvez répondre d'ailleurs de votre côté dans le chat si vous voulez pour participer avec nous. Donc déjà on va commencer. Jonathan Klaus est le patron de l'Europe, les patrons pardon en Ligue 1 et en Europe, donc avec l'OM et avec l'équipe de France. Ouais, de l'OM en Ligue 1 et en Europe et il disait aussi plus tard dans l'article, parce que c'est un article de foot01.com, qu'il était aussi patron en équipe de France, parce qu'il disait aussi donc que c'était le défenseur le plus décisif d'Europe, qui a détrôné d'ailleurs Nuno Tavares, avec 6 buts et 13 passes décisives. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu es d'accord? C'est un joueur qui s'est révélé l'année dernière à Lens. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Par contre, pour le niveau européen, c'est encore un petit peu juste. On a vu d'ailleurs sa prestation contre le Danemark. Et très bon joueur de Ligue 1, mais à confirmer en Europe. Ça me paraît un petit peu léger. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'OM, petite interruption spéciale parce que l'OM joue ce soir en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal. Encore un carton rouge, décidément. Pour Antonio Adam, bon, c'est du côté du Sporting. Donc, c'est le gardien. Et donc, on a l'OM qui perdait 1-0 depuis la première minute et qui a mis 3 buts là en première période, à la 13e, à la 16e, à la 28e. Alexis Sanchez, Aminarit et Leonardo Balerdi. Donc l'OM qui a renversé la tendance et est même en train de creuser l'écart. Voilà, Et le tout à 11 contre 10, donc ça sent bon. voilà, ça sent bon pour l'OM, on est fiers de nos Français. Donc on parlera après des autres matchs de Coupe d'Europe, mais il y aura notamment le PSG demain, puis Rennes, Monaco, Nantes et Nice. Donc selon vous, d'où vient le nombre de cartons rouges? Tiens, on parlait de cartons rouges il y a 2 secondes. À ton avis, d'où vient ce gros nombre de cartons rouges? D'un championnat défensif peut-être, ou agressif avec une défense plus agressive, ou un mauvais arbitrage avec une photo à l'écran donc du carton rouge contre Strasbourg? Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu les trois. Je pense que les arbitres ont un petit peu la gâchette facile. D'ailleurs, il y a une journée, il y a 2 cartons rouges qui ont été annulés à l'issue de leur distribution. Ça, c'est très très rare. Donc, je pense que les arbitres dégainent un petit peu vite. Et les enjeux de ces matchs de Ligue 1, avec un championnat très serré quand même, font qu'on a quand même aussi de l'agressivité de la part des défenseurs, qui parfois commettent des gestes dangereux, qui parfois méritent le rouge. Oui, c'est vrai, je me rappelle notamment du carton rouge de Bouffal qui avait été annulé.
Et salut à toi, Alexandre Vidéo 18, et tu peux réagir dans le chat si tu veux à tout ce qu'on est en train de raconter, surtout là aux questions, si tu veux donner ton avis. Il est le bienvenu et on en discutera avec toi si tu veux. Alors, ouais, ce que je pensais comme toi, c'est comme l'année dernière, on disait que la Ligue 1 était un championnat assez défensif. Quand on parlait du faible nombre de buts de Messi, qui arrachait tout en Liga. Donc on a souvent considéré le championnat de Ligue 1 comme un championnat défensif. Et donc, si on défend beaucoup, au bout d'un moment, on finit par commettre des erreurs. Je trouve que c'est mon avis, donc on se rejoint là-dessus. Et donc, est-ce que tu es optimiste pour la Coupe du Monde, pour la France et en général, est-ce que tu penses qu'on verra du beau football et est-ce que tu penses que la France ira loin ou pas? Déjà, on est dans un contexte particulier pour cette Coupe du Monde hein, qui se déroule hors saison par rapport à d'habitude, qui se déroule dans un pays dont la désignation a suscité des polémiques. Hein, on a d'ailleurs pas mal de villes hein, qui ont décidé de boycotter la retransmission de la Coupe du Monde avec les écrans géants. Euh, bon, malgré le beau plateau d'équipes, ça suscite pas l'engouement pour l'instant. On va voir un petit peu ce que ça va donner. L'équipe de France ne nous a pas rassurés hein, par rapport à son match contre le Danemark. Maintenant, il y avait quand même la moitié de l'équipe qui était absente. Euh, Oui, c'est vrai, voilà. bon, on va dire que la France fait figure des favoris avec d'autres hein, comme le Brésil, l'Allemagne toujours hein, ou l'Espagne. Moi, je vois l'équipe de France minimum quart de finale. Ok, moi j'espérais, je rêvais d'une finale France-Brésil avec un face-à-face Mbappé-Neymar. Surtout que c'est possible par rapport au tirage au sort qu'on a. Avec donc si la France et le Brésil finissent premier de leur groupe, ils peuvent se rencontrer en finale. Et l'Argentine et le Portugal aussi d'ailleurs. Donc on pensait à un dernier face-à-face aussi du Portugal et de l'Argentine qui a beaucoup été évoqué. Si oui, le Portugal et de l'Argentine s'ils finissent premiers tous les deux de leur groupe. Et donc tu parlais du boycott de la Coupe du Monde. On a notamment Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims qui ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du Monde sur un écran géant dans leur ville, comme ça a pu être été fait, notamment j'ai vu à l'Euro 2016, ils diffusaient des images, ou même à la Coupe du Monde 2018, quand on a été sacré champion du monde et qu'il y avait les grands écrans géants, et donc la fête un peu après le sac de la France. On devrait attendre 2026 pour revoir quelque chose du genre. Donc ces boycotts sont en réaction au nombre élevé de morts sur les chantiers des stades, parce que les stades ont été construits pour la Coupe du Monde exprès. On a aussi par exemple le Danemark, son équipementier qui est Hummels, si je ne me trompe pas, qui a fait des maillots tout blancs ou tout noirs où on voit rien dessus, on ne distingue pas le logo du sponsor, pour dire qu'ils ne veulent pas être aperçus à la Coupe du Monde, car elle a été très meurtrière. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce boycott? Je sais pas si tu veux parler. Difficile de s'exprimer là-dessus. À mon avis, c'est un petit peu tard hein, pour exprimer son indignation. C'était au moment de la désignation du Qatar qu'il aurait fallu agir. Hein. Il faut savoir qu'on sait depuis environ 5 ans hein, que cette Coupe du Monde aura lieu au Qatar. Que tout le monde se réveille au dernier moment. Je ne sais pas. Après, il y a aussi la notion écologique. Hein. Ces écrans géants sont très énergivores. Donc c'est peut-être aussi lié à ça, ce type de décision. Voilà. Après, il est probable que si la France réalise un beau parcours en Coupe du Monde, il est probable qu'il y ait certaines villes qui optent pour les écrans géants, comme Nice par exemple. Oui, c'est vrai que Nice ne boycottera pas, pour l'instant en tout cas. Et aussi, il y avait une histoire au moment du vote justement de la Coupe du Monde, il y a 5 ans du lieu, parce qu'il y a un vote, il y a plusieurs pays qui peuvent se présenter, parfois même plusieurs pays ensemble, qui organisent donc la Coupe du Monde dans plusieurs pays différents. On avait par exemple l'Euro 2020 qui était organisé dans plusieurs pays, avec notamment la Hongrie, si je ne me trompe pas, dedans. Et donc, il y avait eu des histoires de corruption avec Michel Platini qui trempait apparemment là-dedans. Bon, après, ça n'a pas été trop confirmé, donc je vais éviter de dire trop de noms. Mais voilà, on avait des rumeurs de ça. Donc, c'est vrai que c'était une Coupe du Monde qui était un peu louche, qui est d'ailleurs un contexte différent, qui a été, elle a été décalée. Donc, voilà. Et donc, on est tous les deux optimistes pour la Coupe du Monde. Donc on va parler maintenant des matchs de Coupe d'Europe. D'ailleurs, tiens, on va commencer par l'OM qui
gagne toujours 3-1 contre le Sporting avant la mi-temps. Et donc l'OM qui gagnerait 3 points, ses 3 premiers points en Ligue des Champions, et qui se hisserait donc à 3 points. Et donc il faut attendre le match de Tottenham et de Francfort qui ne s'est pas encore joué pour voir le classement après cette journée. Après, on a donc le PSG, premier de son groupe, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui jouera contre Benfica demain soir à 20h45. Puis on a à 21h, pardon. Puis on a Monaco qui jouera contre Trabzonspor, pareil, jeudi à 18h45, donc au même horaire que l'OM. Puis on a Rennes et Nantes qui joueront pareil le même soir, jeudi à 21h. Et Nice qui jouera en Conference League jeudi aussi à 18h45, donc le même horaire que Monaco et Marseille. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces affiches? Tu penses qu'il y aura combien de victoires en tout, du coup, en comptant celle de l'OM? Alors l'OM est bien parti. Benfica PSG, match très difficile. Je pense que Benfica, au vu du mauvais départ de la Juve, devrait finir deuxième au minimum du groupe. Je pense que c'est le match le plus dur de la poule pour le Paris Saint-Germain. Donc moi je vois un match nul. Monaco favori contre Trabzonspor. Rennes favori contre Kiev. Nantes pas au niveau de la Coupe d'Europe. Donc Nantes, je les vois pas. Et Slovako GC Nice, je vois également une victoire de Nice. Donc moi je dirais 3 victoires, un nul, une défaite sur ces 5 matchs. Ok, sachant que oui, donc Fribourg qui jouera contre Nantes est premier de son groupe. Puis après, voilà. Benfica Paris, tu dis un match dur. Moi j'ai vu un PSG franchement monstrueux en ce début de saison, qui a été très bon, qui a confirmé face à la Juve et face à Haïfa. Donc moi je suis pas trop d'accord avec toi, je verrais plutôt une victoire du PSG. Après c'est sur le terrain de Benfica. Mais si victoire il y a, il sera difficile. Oui, Ça ne oui. sera pas une promenade de santé. C'est sûr que ce sera pas la plus simple de ces phases de poule. Et donc la semaine prochaine, on aura les mêmes matchs, mais en inversé. C'est comme ça que sont structurées les Coupes d'Europe. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, par exemple, ce sera Sporting OM, PSG Benfica. Donc on a une espèce de double confrontation. Et donc après, on aura les deux matchs qui ont été joués en premier et en deuxième. Donc voilà. Alors pour l'instant, le club français, donc l'OM pourrait monter à la deuxième ou à la troisième place. Le PSG de son groupe, le PSG est premier de son groupe, Rennes est premier de son groupe, euh, Monaco est troisième de son groupe et donc éliminé pour l'instant parce qu'il faut être deuxième pour faire les barrages de Conference League. Nantes est troisième de son groupe, éliminé aussi. Nice pour l'instant aussi est éliminé et troisième de son groupe. Non, pardon. Euh, Monaco et Nantes peuvent jouer les barrages donc en étant troisième. Et Nice est éliminé parce qu'il faut être deuxième pour jouer les barrages en Conference League pour être en Conference League. C'est un peu dur à comprendre comme concept. Et voilà. Donc on en a fini pour les Coupes d'Europe. Sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, non. Je pense que, bon, mis à part Nantes et sans doute l'OM, toutes les autres équipes ont leur chance. Hein. Très bon début de campagne de Rennes. Et Monaco qui s'est fait surprendre sur son terrain le dernier match par Ferencváros va se reprendre à mon avis. Donc moi je vais faire vite fait mes pronostics. Donc je pense une victoire pareille de l'OM, une victoire je pense du PSG. Après Monaco face à Trabzonspor, je verrai une. Qu'est-ce que tu avais dit toi d'ailleurs? Victoire. Une victoire, moi je pense moi aussi une victoire. Puis Rennes face à Kiev, je pense un match assez difficile, un match nul. Puis Fribourg-Nantes, pareil, enfin Nantes est troisième et Fribourg premier, donc je pense un match dur et une victoire de Fribourg. Ça va être assez dur, je pense. Pour Nantes, ce sera le match le plus dur pour nos clubs français, de tous nos clubs français. Euh, Puis Slovako-Nice, je pense que je verrai un nul ou une victoire de l'OGC Nice. Donc on a fini pour ce qui est de tout ce qu'on avait prévu et on va parler rapidement de Nice qui allait chercher donc le directeur sportif de Lens. D'ailleurs un peu bizarre parce que il n'avait pas prévenu apparemment ses dirigeants de la négociation avec l'OGC Nice. Donc je sais pas ce que tu en penses, s'il aurait dû le faire ou pas. Dans ce genre de négociation, hein, tout se passe en coulisses. Donc
donc l'OGC Nice qui a un nouveau directeur du sport en la personne de Fabien Bocquet. Il a travaillé avec lui à Lorient, le directeur sportif de Lens. Il s'est tourné naturellement vers lui et puis à la fois pour des raisons privées, parce que je crois qu'il est d'origine corse et il a sa famille dans le sud de la France, et pour le challenge sportif, il a décidé, a priori, rien n'est signé pour l'instant, mais de rejoindre l'OGC Nice. Donc c'est sans doute une bonne pioche pour l'OGC Nice qui n'avait plus de directeur sportif depuis le départ de Julien Fournier en juillet dernier. Oui, d'ailleurs, oui, donc ce que je cherchais tout à l'heure, voilà, il a prévenu, enfin, il n'a pas prévenu ses dirigeants, il a négocié avec Nice, et apparemment, là, il serait donc parti pour s'engager à Nice sans avoir rien dit à ses dirigeants. Et c'est vrai, Nice était sans directeur sportif et avait fait un mercato avec une cellule de recrutement, donc dépourvue de directeur sportif à proprement parler, parce que Julien Fournier était parti subitement. Ils avaient programmé un départ, puis finalement il est parti plus tôt que prévu. Et donc là, Florent Ghisolfi sera le nouveau, normalement, directeur sportif de l'OGC Nice. Et, voilà, je trouve que c'est toujours une bonne idée, puisque Nice n'en avait pas. Donc après, d'aller le chercher de cette manière, après c'est lui qui doit mettre les formes. Donc au moins prévenir sa direction. Je trouve que c'est pas la meilleure des manières, mais c'est pas de la faute de Nice. Vous voyez, les affaires sont les affaires, comme ça. Et donc, donc voilà, on en a fini pour cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à toi qui es encore là. Et à mardi prochain pour une nouvelle émission. Et voilà. Bonne soirée!